Mon nouveau-né est mort, à l'hôpital, de ce que les médecins ont qualifié de « maladie génétique rare ». Mon mari m'a blâmé en criant « Tes gènes défectueux ont tué notre bébé ». Il a demandé le divorce et à tout prix, pendant que sa famille célébrait. Ma belle-mère a dit « Bon débarras, une femme brisée ». Mon beau-père a ajouté « Elle ne devrait jamais avoir d'enfant ». Ma belle-sœur m'a craché dessus aux funérailles, tueuse de bébés. Ils m'ont laissé sans rien, alors que je faisais mon deuil seul pendant des années. Puis, l'hôpital a appelé, nous avons mélangé les dossiers lors d'une enquête. Votre bébé n'est pas mort de cause génétique. Quelqu'un a injecté du poison dans sa perfusion pendant que vous dormiez. Nous avons les images de sécurité de cette nuit-là. Mes mains tremblaient alors que je me précipitais à l'hôpital. Le détective m'attendait dans le bureau de la sécurité. Il a demandé, « Êtes-vous prête à voir ça ?» J'ai hoché la tête. Quand ils m'ont montré le visage du tueur. Les couloirs de l'hôpital sentaient l'antiseptique et le chagrin. J'avais traversé ces couloirs stériles il y a 5 ans, portant mon fils nouveau-né, croyant que je le ramenais à la maison pour commencer notre vie de famille. Au lieu de cela, je l'ai porté vers sa mort. Il s'appelait Oliver, il n'avait que 23 heures quand il est mort dans mes bras, alors que les machines émettaient leurs derniers avertissements autour de nous. Les médecins se sont précipités avec leurs chariots d'urgence et leurs procédures désespérées, mais mon petit garçon était déjà parti. Ses minuscules doigts s'étaient enroulés autour des miens une dernière fois, avant de s'immobiliser. Je me souviens avoir pensé que le monde aurait dû s'arrêter de tourner, juste là, à cet instant. Mais il ne l'a pas fait. L'équipe médicale s'est réunie devant sa chambre par la suite, chuchotant entre eux, avant que le docteur Ashford ne s'approche de moi avec cette expression que les médecins arborent lorsqu'ils annoncent une nouvelle insupportable. Nous sommes tellement désolés de votre perte. Les premières constatations suggèrent un trouble métabolique génétique rare. Ces maladies sont tragiquement imprévisibles. Personne n'aurait rien pu faire. Ces mots sont devenus des armes entre les mains de la famille de mon mari. La mère de Trevor, Patricia, est arrivée à l'hôpital en moins d'1 heure. Elle a jeté un coup d'œil sur moi, tenant la couverture d'Oliver, et a dit « J'avais dit à Trevor que ta famille avait du mauvais sang. Je savais qu'une chose pareille arriverait. » Sa voix portait à travers la salle d'attente, où d'autres familles étaient assises avec leur propre tragédie. Elle voulait que tout le monde entende sa condamnation. Mon mari se tenait à côté d'elle, le visage déformé par le chagrin et quelque chose de plus laid, la rage. L'homme qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement, et qui avait pleuré à la naissance d'Oliver, me regardait maintenant comme si j'avais personnellement détruit ses rêves. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Sa voix s'est brisée, mais il y avait du venin sous les larmes. « Tes gènes défectueux ont tué notre fils. » J'ai essayé de tendre la main vers lui, désespéré de trouver le réconfort que nous aurions dû partager dans notre moment le plus sombre. Trevor s'est écarté brusquement de mon contact, comme si je portais une maladie. Non. Juste, non. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. J'avais à peine dormi, à peine mangé, à peine existé pendant ces 96 heures. Mes seins produisaient encore du lait pour un bébé qui ne téterait jamais. Mon corps n'avait pas reçu le message que la maternité était terminée, avant même d'avoir vraiment commencé. Je tirais mon lait dans les cabines des toilettes et je pleurais dans des serviettes, faisant mon deuil d'une manière dont personne ne parle. La sœur de Trevor, Bethany, m'a trouvé dans les toilettes de l'église, 1 heure avant le service. Je fixais mon reflet, me demandant comment j'étais censé sortir de là et dire adieu à mon enfant. Elle est apparue derrière moi dans le miroir, le visage tordu par le dégoût. Avant que je puisse parler, elle m'a craché directement au visage. La salive a frappé ma joue et a coulé vers mon col. « Tueuse de bébé » a-t-elle sifflé. « Tu as assassiné mon neveu avec ton ADN empoisonné. » Je suis resté là, figé, pendant qu'elle sortait, ses talons claquant sur le carrelage. J'ai nettoyé mon visage avec des mains tremblantes, et je suis retourné au service où tout le monde me regardait avec pitié ou reproche. Il n'y avait pas de juste milieu. Le père de Trevor, Donald, a prononcé un discours lors de la réception qui a suivi. Il a parlé de l'héritage familial, de l'importance des lignées fortes, et du fait que certaines personnes ne devraient tout simplement pas se reproduire. Il n'a jamais prononcé mon nom, mais tous les regards dans la pièce se tournaient vers moi à chaque déclaration ciblée. Cette tragédie aurait pu être évitée avec un dépistage approprié. Certaines lignées génétiques doivent s'éteindre pour le bien des générations futures. Mes propres parents étaient assis au dernier rang, mal à l'aise et silencieux. Ils n'avaient jamais été des gens démonstratifs,
et cette situation dépassait de loin leur capacité émotionnelle. Ma mère a pris ma main une fois pendant la réception, mais l'a retirée quand Patricia lui a lancé un regard foudroyant. Ils sont partis tôt, marmonnant des excuses à propos de longs trajets et d'obligations professionnelles. Je les ai regardés partir et j'ai senti les derniers liens de soutien se rompre. Trevor a demandé le divorce 17 jours après que nous ayons enterré Oliver. Son avocat, un requin nommé Gordon Prescott, s'est assis en face de mon avocat commis d'office et a exposé leurs exigences. Mon client demande la dissolution complète du mariage, la requérante étant responsable de toutes les dettes impayées. Compte tenu des circonstances de la mort de l'enfant et de la culpabilité génétique de Madame Hartley, nous pensons qu'elle doit supporter le fardeau financier des frais médicaux. J'avais contracté des prêts pour des traitements de fertilité lorsque nous avions du mal à concevoir. Ces factures étaient toujours impayées. Trevor m'avait convaincu de tout mettre à mon nom, parce que son crédit était meilleur pour l'hypothèque de notre maison de rêve. Cette maison devenait maintenant sa propriété exclusive dans le règlement. Mon avocate, une défenseure publique fatiguée nommée Ruth Clemens, pouvait à peine suivre les tactiques agressives de Prescott. C'est très inhabituel, protestait-elle chaque semaine. La maladie génétique n'était pas diagnostiquée. Il n'y a pas de culpabilité ici. Dites cela aux nourrissons morts, a répondu froidement Prescott. Mon client a subi des dommages émotionnels incommensurables à cause de la génétique défaillante de sa femme. Il a le droit d'avancer dans sa vie, sans être encombré par ses dettes et ses échecs. Le juge, un homme âgé nommé Richardson qui semblait pressé de terminer son rôle, a statué en grande partie en faveur de Trevor. Je suis sorti de ce tribunal avec 38,000 $ de dettes médicales, pas de maison, pas d'économie et pas de famille. Trevor a tout obtenu, y compris la sympathie de tous ceux qui nous connaissaient. Nos anciens amis ont immédiatement pris son parti. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de mine de publications de soutien concernant la perte inimaginable de Trevor et son courage pour aller de l'avant. Personne ne me mentionnait, sauf dans des commentaires suggérant que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas avoir d'enfant. Une connaissance, une femme nommée Melissa que je considérais comme proche, a posté « Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères. » La nature a ses moyens de nous dire ces choses. J'ai emménagé dans un studio, dans un complexe qui sentait le moisi et la fumée de cigarettes. Les murs étaient assez fins pour entendre les disputes de mes voisins et leur routine du soir. Je faisais 3 boulots pour garder la tête hors de l'eau sous le poids écrasant de la dette, le matin dans un café, l'après-midi à faire de la saisie de données à distance, et le soir à nettoyer des immeubles de bureaux. Je rentrais à minuit pour m'effondrer sur un matelas au sol, et me réveillais à 5 heures pour recommencer. La conseillère en deuil que j'ai vue pendant 3 séances, avant de ne plus pouvoir me le permettre, m'a dit que je devais me pardonner. Vous n'avez pas causé la mort de votre fils. Les maladies génétiques sont des tragédies aléatoires. Mais elle ne comprenait pas que la culpabilité n'avait rien à voir avec la logique. J'ai porté Oliver pendant 9 mois. Je l'ai mis au monde. Il est mort pendant que je dormais à côté de son berceau d'hôpital, épuisé par l'accouchement. Quelle sorte de mère dort pendant que son bébé meurt? Les années ont passé dans un flou de mode survie. J'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux après avoir vu l'annonce des fiançailles de Trevor, 18 mois après le divorce. Sa nouvelle fiancée, une femme nommée Amber avec un sourire éclatant et aucun bagage génétique, était radieuse sur leurs photos. Ils se sont mariés dans la même église où nous avions célébré les funérailles d'Oliver. J'ai appris cela par une ancienne collègue qui pensait que je voudrais savoir. Ce n'était pas le cas. La dette médicale me suivait comme une ombre. Les agences de recouvrement appelaient constamment. Mon score de crédit est devenu une blague cruelle. J'ai postulé pour de meilleurs emplois et j'ai été rejeté lorsque les vérifications d'antécédents ont révélé ma situation financière. Le studio, avec ses murs fins et sa moisissure persistante, est devenu permanent. J'ai arrêté de parler d'Oliver. Les gens devenaient mal à l'aise quand des bébés morts entraient dans les conversations. J'ai rangé sa couverture, ses vêtements jamais portés, le bracelet de l'hôpital que j'avais gardé. Ils sont allés dans une boîte dans mon placard, où ils ne pouvaient pas me blesser tous les jours. Le deuil est devenu quelque chose que je portais silencieusement, un poids qui ne s'allégeait jamais, mais qui devenait plus familier. Puis, un mardi matin de mars, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Les agences de recouvrement utilisaient divers numéros pour contourner mes blocages, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce Madame Hartley? Ou je m'excuse, j'ai votre nom de jeune fille ici, Madame Reeves?
C'est elle. Je me suis préparé à n'importe quelle dette qu'on allait me réclamer maintenant. Ici l'administratrice Linda Gonzalez de l'hôpital Merci Général. Je vous appelle au sujet de votre fils, Oliver Hartley. Pouvez-vous parler en privé en ce moment? Mon cœur s'est arrêté. Que pouvait-il bien vouloir après 5 ans? De quoi s'agit-il? Sa voix portait un poids qui a glacé mes mains. Nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital dès que possible. Il y a eu un développement concernant le cas d'Oliver. Nous avons mené une enquête suite à des irrégularités découvertes dans notre unité néonatale, et le dossier de votre fils a été signalé. Madame Reeves, je dois vous dire quelque chose qui va être très difficile à entendre. Le bruit du café s'est estompé autour de moi. Quel genre de développement? Pas au téléphone. S'il vous plaît, venez à l'hôpital. J'ai des gens ici qui doivent vous parler. Il y a eu une erreur significative dans le rapport original concernant la cause du décès. Que voulez-vous dire, erreur? Ma voix est sortie plus tranchante que prévu. Les clients près de moi ont jeté un coup d'œil. Nous avons mélangé les dossiers lors de l'enquête. Votre bébé n'est pas mort de cause génétique. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre mesurer ses mots suivants avec soin. Madame Reeves. Quelqu'un a injecté du poison dans sa perfusion pendant que vous dormiez. Nous avons les images de sécurité de cette nuit-là. Le téléphone a glissé de ma main. Quelqu'un à proximité a demandé si j'allais bien. J'ai récupéré le téléphone avec des doigts tremblants, à peine capable de former des mots. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je sais que c'est choquant. S'il vous plaît, venez à l'hôpital. Nous avons des détectives ici qui doivent vous parler. Ils ont examiné les images. Madame Reeves, nous savons qui a tué votre fils. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à Merci Général. J'ai dû dire quelque chose à mon responsable. J'ai dû monter dans ma voiture. J'ai dû naviguer dans la circulation. Le souvenir clair suivant est celui où je me tiens dans le hall de l'hôpital, là où j'avais tenu Oliver vivant pour la dernière fois, mes jambes menaçant de céder sous moi. L'administratrice Gonzalez m'a rencontré au bureau d'information. Elle était plus jeune qu'elle ne le paraissait au téléphone, avec des yeux bienveillants qui contenaient de profondes excuses. Madame Reeves, merci d'être venue si rapidement. Je suis Linda. Nous avons préparé une salle pour vous. Le détective Morrison vous attend. Quelqu'un a tué mon bébé. Les mots semblaient étrangers dans ma bouche. Vous me dites que quelqu'un a assassiné Oliver? Allons dans un endroit privé. Elle m'a guidé vers un ascenseur, sa main douce sur mon bras quand j'ai trébuché. Je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes désolés pour ce que vous avez enduré. L'enquête initiale a été compromise par des erreurs administratives. Des dossiers ont été mal classés. Les images de sécurité ont été mal examinées. Nous n'avons découvert la vérité que lorsqu'une enquête distincte sur des écarts de médicaments nous a ramenés au dossier de l'unité néonatale de cette période. Nous sommes entrés dans une petite salle de conférence où un détective était assis, examinant un ordinateur portable ouvert. Il s'est levé quand nous sommes entrés, l'expression grave. Madame Reeves, je suis le détective Kevin Morrison. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas m'asseoir. Montrez-moi. Vous avez dit que vous aviez des images. Montrez-moi qui a tué mon fils. Le détective Morrison a échangé un regard avec l'administratrice Gonzalez. Je dois vous préparer à ce que vous allez voir. Les images sont claires, mais l'identité de l'auteur va être extrêmement pénible à voir. J'ai enterré mon enfant il y a 5 ans, alors que tout le monde me disait que c'était de ma faute. Mon mari a divorcé et a tout pris parce qu'il croyait que j'avais tué notre fils avec ma génétique. Quoi que vous soyez sur le point de me montrer, cela ne peut pas être plus pénible que ce à quoi j'ai déjà survécu. Il a hoché la tête lentement et a tourné l'ordinateur portable vers moi. Ceci provient de la caméra de sécurité de l'unité néonatale. 8 mars, 2h47 du matin. Vous pouvez voir votre chambre ici. Il a pointé une image granuleuse mais claire du couloir à l'extérieur de l'endroit où se trouvait Oliver. Cette personne entre à 7 heures. Regardez ce qui se passe. La silhouette à l'écran portait une tenue médicale et un masque chirurgical, mais le langage corporel était féminin. Elle a regardé directement une caméra, comme si elle vérifiait quelque chose, puis est entrée dans la chambre d'Oliver. L'horodatage montrait qu'elle était restée à l'intérieur pendant 4 minutes. Quand elle est sortie,
elle a baissé brièvement son masque pour s'essuyer le visage. L'image s'est figée sur ses traits. Au début, j'ai fixé l'écran sans comprendre. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient clairement. Bethany. La sœur de Trevor. La femme qui m'avait craché au visage aux funérailles. Celle qui m'avait traité de « tueuse de bébés ». Non. Le mot est sorti étranglé. C'est impossible. Elle n'était pas là cette nuit-là. Elle n'est arrivée que le lendemain matin. La voix du détective Morrison était douce mais ferme. Les registres montrent qu'elle s'est inscrite en tant qu'infirmière en utilisant un badge volé. Elle avait accès au dispensaire de médicaments grâce à un code de dérogation administratif, qui a ensuite été retracé jusqu'à un membre du personnel qu'elle fréquentait à l'époque. Ce membre du personnel coopère avec notre enquête. Madame, elle a tué Oliver. La pièce a basculé autour de moi. La sœur de Trevor a assassiné notre bébé à ce moment-là, et m'en a blâmé. Nous avons des preuves supplémentaires au-delà des images. Le rapport de toxicologie qui a été initialement déposé indiquait des marqueurs métaboliques compatibles avec des troubles génétiques, mais ces résultats ont été falsifiés. Quelqu'un ayant un accès système a modifié les dossiers numériques. Nous avons trouvé le rapport original dans un serveur de sauvegarde. Il montrait des niveaux mortels de chlorure de potassium dans le système de votre fils, administré directement dans sa perfusion. J'ai saisi le bord de la table pour rester debout. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? L'administratrice Gonzalez a parlé doucement. Nous avons découvert des communications suggérant qu'elle avait des inquiétudes concernant des questions d'héritage. Trevor devait hériter d'un trust substantiel de sa grand-mère paternelle lorsqu'il deviendrait père. Si Oliver avait vécu, Trevor aurait obtenu le contrôle d'actifs auxquels ses frères et sœurs estimaient avoir droit. Bethany risquait de perdre des avantages financiers importants. Elle a tué un bébé pour de l'argent. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle a assassiné son propre neveu pour de l'argent d'héritage. Le trust était évalué à environ 4 millions de dollars, avec des actifs immobiliers supplémentaires. La grand-mère de Trevor avait stipulé que l'argent irait au père de son premier petit enfant. Avec la mort d'Oliver et la dissolution de votre mariage, les termes du trust sont revenus à une distribution entre les 3 frères et sœurs. Bethany a reçu 1,3 million de dollars 18 mois après la mort d'Oliver. Les chiffres semblaient obscènes. Est-ce que Trevor le sait? Sait-il ce que sa sœur a fait? Le détective Morrison a fermé l'ordinateur portable. Nous préparons les mandats d'arrêt en ce moment. La procureure de district veut vous parler de votre témoignage, mais je dois vous demander si vous avez un endroit sur où aller. Lorsque la nouvelle de cette arrestation éclatera, il pourrait y avoir une attention médiatique importante. La famille pourrait également réagir de manière imprévisible. Je veux qu'il soit détruit. Les mots venaient de quelque part, profonds et froids, à l'intérieur de moi. Je veux que chaque personne qui m'a blâmé, qui m'a tout pris, qui m'a traité de tueuse de bébé alors que la vraie meurtrière se tenait parmi eux. Je veux qu'ils affrontent tout ce qu'ils ont fait. Nous aurons besoin de votre entière coopération pour l'enquête. Il pourrait y avoir des charges supplémentaires que nous pouvons poursuivre, notamment concernant les dossiers médicaux falsifiés et la conspiration pour dissimuler le crime. Êtes-vous prête à témoigner? Je ferai tout ce qu'il faut. L'arrestation a eu lieu 3 jours plus tard. Le détective Morrison m'a appelé pour me dire qu'ils avaient placé Bethany en garde à vue chez elle, devant son mari et ses 2 enfants. Les charges comprenaient le meurtre au premier degré, la conspiration, la falsification de dossiers médicaux et la fraude à l'assurance. La caution a été fixée à 5 millions de dollars. La nouvelle a éclaté en quelques heures. Mon téléphone a explosé de messages provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes ont trouvé mon adresse d'une manière ou d'une autre, et ont campé devant mon immeuble. J'ai dû me faire porter pâle au travail pour éviter les caméras. Trevor a appelé le 2e jour. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant un long moment avant de répondre. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était dévastée. Est-ce vrai? Ma sœur a-t-elle vraiment tué Oliver? As-tu écouté les messages qu'ils ont laissés? As-tu regardé les nouvelles? Oui, Trevor. Ta sœur a assassiné notre fils pendant que je dormais à 1 mètre de là. Puis elle m'a craché au visage à ses funérailles, et m'a traité de tueuse de bébé pendant que tu restais là à la laisser faire. Je ne savais pas. Oh mon Dieu, je ne savais pas, il pleurait. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te protéger.
J'ai tout détruit parce que j'ai cru à ces mensonges. Tu as tout détruit parce qu'il était plus facile de me blâmer que d'affronter la vérité. Toute ta famille a fait de moi son bouc émissaire, pendant que la meurtrière était assise à votre table, comptant l'argent du sang. L'héritage. Sa voix est devenue creuse. Elle a eu 1,3 million quand le trust a été redistribué. Elle a acheté une maison à Arbor Hills. Elle a envoyé ses enfants dans une école privée. Tout ça en tuant Oliver. T'es-tu jamais demandé pourquoi elle était si pressée de me blâmer? Est-ce que quelqu'un dans ta famille s'est demandé pourquoi elle s'est présentée à l'hôpital si opportunément tôt ce matin-là, déjà préparée avec ses accusations? Le silence s'est étendu entre nous. Que puis-je faire? Comment puis-je réparer ça? Tu ne peux pas. Il n'y a pas de réparation possible. Mais tu peux commencer par dire la vérité sur ce que ta famille m'a fait. Les choses qu'ils ont dites, la façon dont ils m'ont traité, comment ils ont célébré ma destruction alors que je faisais mon deuil seul. Tout cela doit sortir. Je témoignerai. Tout ce dont tu as besoin. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Sa culpabilité ne signifiait plus rien maintenant. Les dégâts étaient permanents. La procureure de district, une femme vive nommée Victoria Shaw, m'a rencontré dans son bureau au centre-ville. Je vais être honnête avec vous, Madame Reeves. Cette affaire va être un cirque. Nous avons les preuves pour condamner, mais la défense essaiera de peindre Bethany comme une tante en deuil qui a commis une terrible erreur. Ils minimiseront le mobile financier et joueront sur la tragédie familiale. De quoi avez-vous besoin de ma part? De tout. J'ai besoin que vous racontiez au jury ce qu'a été votre vie ces 5 dernières années. J'ai besoin qu'ils comprennent que vous avez été victime 2 fois, une fois par Bethany quand elle a assassiné votre fils, et une autre fois par toute la famille quand ils vous ont blâmé pour ce qu'elle a fait. J'ai besoin qu'ils voient la destruction complète de votre vie, pendant que la vraie tueuse en profitait. Je peux faire ça. Elle m'a étudié attentivement. C'est aussi votre opportunité pour un autre type de justice. Vous avez des motifs pour une poursuite civile substantielle contre Bethany, contre l'hôpital pour la négligence qui a permis la dissimulation, et peut-être contre d'autres membres de la famille de Trevor, selon ce qu'ils savaient ou auraient dû savoir. Y avez-vous pensé? Je n'ai pensé à rien d'autre pendant 3 jours. Je peux vous recommander des avocats spécialisés dans les cas de mort injustifiée. Avec une condamnation pénale, dont je suis sûr qu'elle sera obtenue, l'affaire civile devient beaucoup plus forte. Vous pourriez obtenir des dommages-intérêts importants. J'ai engagé l'avocat qu'elle recommandait, un homme nommé Thomas Brennan, qui avait la réputation d'être agressif dans les litiges. Il a examiné mon cas avec une précision calculatrice. L'hôpital va payer. Ils savent que leur négligence a permis à une meurtrière d'accéder à votre fils. Les dossiers falsifiés, les échecs administratifs, les oublis de sécurité, tout cela crée une responsabilité massive. J'estime que nous visons entre 8 et 12 millions rien que de leur part. Et Bethany, tout ce qu'elle a, l'argent de l'héritage, la maison, tous les actifs, plus les dommages punitifs pour la détresse émotionnelle et la diffamation. Vous avez été publiquement blâmé pour la mort de votre fils par sa véritable meurtrière. C'est un cas d'école de diffamation malveillante. Nous poursuivrons Trevor et ses parents également pour leur rôle dans la destruction de votre réputation et de votre crédit. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Je veux qu'ils perdent tout, comme moi. Son sourire était prédateur. Alors mettons-nous au travail. Le procès pénal a commencé 6 mois plus tard. Je me suis assise dans la salle d'audience chaque jour, vêtue des simples vêtements noirs qui étaient devenus mon uniforme. Bethany évitait de me regarder, mais je la fixais constamment. Je voulais qu'elle sente ma présence comme un poids. Le dossier de l'accusation était méthodique et dévastateur. Ils ont montré les images de sécurité au jury. Le détective Morrison a témoigné sur l'enquête. Les médecins légistes ont expliqué comment l'empoisonnement au chlorure de potassium imite certaines maladies génétiques. Le membre du personnel qui avait donné les codes d'accès à Bethany s'est effondré à la barre, admettant qu'il avait été manipulé par quelqu'un dont il pensait être aimé. Puis sont venues les preuves financières. Le procureur a montré au jury la richesse soudaine de Bethany après la mort d'Oliver. Relevés bancaires, registre de propriété, paiement de scolarité, tout cela financé par l'héritage qu'elle avait obtenu par le meurtre. Trevor a témoigné pour l'accusation. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. J'ai cru ma sœur quand elle a dit que la génétique de ma femme avait tué notre fils.
Je l'ai laissé empoisonner mon esprit contre la femme que j'avais promis d'aimer et de protéger. J'ai divorcé, j'ai tout pris dans le règlement, et j'ai laissé ma famille la traiter comme une criminelle. Tout cela pendant que ma sœur était assise à nos dîners de famille, dépensant l'argent du sang. La défense a essayé de suggérer que le chlorure de potassium était une erreur médicale, que Bethany avait essayé d'aider et avait commis une tragique erreur. Mais l'accusation a diffusé des messages vocaux que Bethany avait laissés à son frère à propos du fonds fiduciaire des messages envoyés avant la naissance d'Oliver, où elle se plaignait de « perdre ce qui devrait être à nous ». Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai dit la vérité. Tout. Le crachat au visage aux funérailles, la condamnation publique, la ruine financière, les années de pauvreté et de honte, les appels de recouvrement et la dette, et le petit appartement au mur fin. Je leur ai parlé du fait de tirer mon lait pour un bébé mort, pendant que la famille de mon mari célébrait ma destruction. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. Bethany s'est effondrée à la lecture du verdict. Son mari a quitté la salle d'audience sans se retourner. La condamnation est tombée 2 semaines plus tard. Le juge lui a donné la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vous avez assassiné un enfant innocent pour un gain financier, puis orchestré une campagne pour détruire sa mère pendant qu'elle faisait son deuil. Vos actions représentent un niveau de cruauté calculé qui exige la peine maximale. Bethany m'a crié dessus alors qu'il l'emmenait. Tu as gâché ma vie. Tu m'as tout pris. Je me suis levé et je l'ai regardé directement. Bien. Les poursuites civiles ont avancé plus rapidement une fois la condamnation pénale obtenue. L'hôpital a réglé pour 9,2 millions de dollars en 3 mois. Leur compagnie d'assurance voulait éviter le procès et le cauchemar publicitaire qui s'ensuivrait. Thomas Brennan a négocié agressivement, utilisant la menace d'une exposition publique pour extraire le maximum de dommages-intérêts. Les actifs de Bethany ont été saisis et liquidés. La maison de Harbor Hills s'est vendue pour 1,8 million. Ses comptes bancaires, ses portefeuilles d'investissement et même sa collection de bijoux ont été vendus aux enchères. Chaque centime de l'argent de l'héritage a été récupéré, ainsi que des dommages punitifs qui ont porté sa responsabilité totale à 3,4 millions. Les parents de Trevor ont réglé pour 750,000 dollars pour éviter le procès. La preuve de leur rôle dans la destruction de ma réputation et de mon crédit, combinée à leur célébration du règlement de divorce, les rendait vulnérables. Le discours de Donald aux funérailles a été diffusé lors des dépositions, ses mots sur les lignées génétiques et le dépistage approprié ont été révélés comme un soutien involontaire au mobile du meurtre de sa fille. Trevor a cédé la maison que nous avions partagée, celle que j'avais payée avec des prêts à mon nom. Il a également accepté d'assumer toutes les dettes médicales liées à la naissance et à la mort d'Oliver. Ce n'est pas assez, m'a-t-il dit lors de la réunion finale de règlement. Rien de ce que je ferai ne sera jamais suffisant, mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'expier. Tu peux commencer par vivre avec ce que tu as fait. Pas de pardon, pas d'absolution. Vis juste avec ça. Le recouvrement financier total a dépassé les 14 millions de dollars. Thomas Brennan a pris son pourcentage. Les impôts ont réclamé leur part, mais il me restait assez d'argent pour ne plus jamais m'inquiéter de ma survie. J'ai acheté une maison dans un quartier calme, loin de là où vivait la famille de Trevor. Elle avait un jardin et une pièce qui recevait la lumière du matin, parfaite pour l'atelier d'art dont j'avais toujours rêvé. J'ai quitté mes 3 emplois. Pour la première fois en 5 ans, j'ai dormi toute la nuit sans que des réveils ne me fassent sursauter. J'ai acheté de nouveaux vêtements à ma taille. J'ai commencé une thérapie 3 fois par semaine avec quelqu'un spécialisé dans les traumatismes et le deuil. J'ai recommencé à peindre, chose que j'avais abandonnée pendant les années de simple survie. La couverture médiatique a été étendue et brutale pour la famille de Trevor. Chaque détail de la façon dont il m'avait traité est devenu de notoriété publique. Patricia a perdu sa place dans 3 conseils d'administration caritatifs lorsque son comportement a été révélé. Les partenaires commerciaux de Donald se sont discrètement éloignés de lui. Le mari de Bethany a divorcé et a obtenu la garde complète de leurs enfants. Leurs noms sont devenus synonymes de cruauté et d'injustice. J'ai reçu des lettres d'autres femmes qui avaient été blâmées pour des tragédies qu'elles n'avaient pas causées. Certaines avaient perdu des enfants dans des accidents ou des maladies, et avaient fait face à des accusations similaires de la part de leur belle famille ou de leurs ex-partenaires. Elles me remerciaient de m'être levé, d'avoir riposté, d'avoir prouvé que les victimes pouvaient exiger justice même des années plus tard. Une lettre est venue d'Amber,
la seconde épouse de Trevor. Il m'a tout dit. Je l'ai quitté il y a 3 mois. Je ne pouvais pas être avec quelqu'un capable de détruire un autre être humain comme il vous a détruite. Je suis tellement désolé pour les photos que j'ai postées, d'avoir fait partie de sa reconstruction alors que vous souffriez. Vous méritiez tellement mieux. Je n'ai pas répondu à sa lettre, mais je l'ai gardée. Pas comme un pardon, mais comme une preuve que la vérité avait atteint tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Le 5e anniversaire de la mort d'Oliver est arrivé. Je suis allé sur sa tombe seul, portant des fleurs et une lettre que je lui avais écrite. Ta tante t'a assassiné pour de l'argent, et ton père les a tous laissés me blâmer. Mais j'ai riposté, mon bébé. J'ai fait en sorte que tout le monde sache ce qui s'est vraiment passé. J'ai fait en sorte qu'elle ne fasse plus jamais de mal à personne. Je suis tellement désolé de n'avoir pas pu te protéger cette nuit-là. Je suis tellement désolé que tu n'aies eu que 23 heures dans ce monde. Mais je te promets que tous ceux qui ont célébré ta mort et ma destruction ont payé pour ce qu'ils ont fait. Je suis resté assise près de sa pierre tombale jusqu'au coucher du soleil, lui parlant de la maison avec le jardin, de l'atelier d'art, de la vie que je reconstruisais lentement. Je ne serai plus jamais celle que j'étais avant de te perdre. Cette femme est morte dans cette chambre d'hôpital à côté de toi. Mais je deviens quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice. Quelqu'un qui riposte. Trevor a essayé de venir me voir une fois, environ 1 an après les règlements. Je l'ai vu par ma fenêtre, debout sur mon porche avec des fleurs. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a laissé les fleurs et un mot qui disait « Je n'arrêterai jamais d'être désolé ». J'ai jeté les 2 à la poubelle sans lire plus loin. Patricia a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, demandant à me rencontrer pour trouver une clôture ensemble. Ma réponse a été brève, vous m'avez craché dessus pendant que je faisais mon deuil et m'avez traité de moins que rien. Vous pouvez trouver votre clôture toute seule. Certaines personnes ont dit que je devrais leur pardonner. Que garder de la colère m'empoisonnerait. Ces personnes n'ont pas perdu d'enfants, n'ont pas été blâmées pour meurtre, n'ont pas passé des années dans la pauvreté pendant que la vraie tueuse vivait dans le luxe. Ils n'ont pas gagné le droit de me dire comment gérer cela. J'ai créé une fondation avec une partie de l'argent du règlement. La fondation Oliver Hartley fournit une assistance juridique aux femmes qui ont été accusées à tort de la mort d'enfants ou de conditions médicales. Nous les aidons à lutter contre les fausses accusations, à poursuivre en justice les véritables auteurs et à reconstruire leur vie. En 2 ans, nous avons aidé 37 femmes à prouver leur innocence et à poursuivre des dommages civils contre ceux qui les ont détruites. Chaque cas me rappelle pourquoi je me suis battu si fort. Pourquoi j'ai refusé d'accepter que la mort d'Oliver soit de ma faute. Pourquoi j'ai exigé des réponses même quand tout le monde me disait de tourner la page. Si j'avais abandonné, si j'avais accepté leur version des faits, Bethany serait toujours libre. Elle dépenserait encore l'argent du sang pendant que je me noyais dans la dette et la honte. L'atelier d'art est devenu mon sanctuaire. J'ai peint le visage d'Oliver de mémoire, capturant ce dont je me souvenais de ses traits au cours de ces 23 heures. La peinture est accrochée au-dessus de mon bureau, où je peux la voir tous les jours. Parfois, les gens demandent si c'est dur de regarder des rappels constants de ce que j'ai perdu. Je leur dis que c'est plus dur d'oublier. Je sors avec quelqu'un maintenant, un homme nommé Philippe, qui connaissait toute mon histoire avant notre premier dîner. J'ai besoin que tu comprennes dans quoi tu t'embarques, lui ai-je dit. Je ne serai jamais quelqu'un qui passe simplement à autre chose. Je ne serai jamais facile ou simple. Ce deuil et ce combat font partie de qui je suis maintenant. Il a tout écouté et a dit, tu as survécu à quelque chose qui détruirait la plupart des gens. Tu as riposté et tu as gagné. Pourquoi voudrais-je que tu sois différente de ce que tu es? Nous prenons les choses lentement. Il comprend quand j'ai de mauvais jours, où l'absence d'Oliver semble fraîche et écrasante. Il n'essaie pas de réparer ou de minimiser. Il s'assoit simplement avec moi dans le chagrin quand il survient. La vie n'est pas parfaite maintenant. Je fais encore des cauchemars à propos de cette chambre d'hôpital. Je porte encore la culpabilité de m'être endormi cette nuit-là, même si je sais rationnellement que ce n'était pas de ma faute. Je ressens encore l'absence d'Oliver à chaque instant, à chaque étape qu'il n'a jamais franchie. Mais j'ai aussi la justice. J'ai la réhabilitation. J'ai la satisfaction de savoir que tous ceux qui m'ont blessé ont subi les conséquences de leurs actes. La femme qui a assassiné mon fils mourra en prison. L'homme qui a divorcé et à tout prix vit avec la honte et le regret. La réputation de sa famille est en ruine, détruite par la révélation de leur propre cruauté. Parfois,
je pense à la version alternative de ma vie, celle où l'hôpital n'a jamais appelé, où le crime de Bethany est resté caché pour toujours. Je serais morte sans jamais connaître la vérité, portant le poids d'une fausse culpabilité jusqu'à ma tombe. Trevor aurait vécu sa vie heureuse avec Amber ou quelqu'un d'autre. Sa famille aurait continué son existence confortable et Bethany aurait élevé ses enfants avec l'argent du sang. Cela a failli arriver, s'il n'y avait pas eu une enquête sans lien sur des écarts de médicaments. S'il n'y avait pas eu une administratrice méticuleuse qui a vérifié les serveurs de sauvegarde. S'il n'y avait pas eu des images de sécurité qui n'ont pas été automatiquement effacées. Le meurtre d'Oliver aurait été parfait. Mais il ne l'a pas été. La vérité a éclaté, et je me suis assuré avec une certitude absolue que toutes les personnes impliquées paient le prix de ce qu'elles nous ont fait, à moi et à mon petit garçon. Ce n'est pas la même chose que guérir. Ce n'est pas la même chose que de passer à autre chose ou de trouver la paix. Mais c'est la justice, et parfois la justice suffit pour vous garder debout quand le chagrin essaie de vous engloutir. Je visite la tombe d'Oliver tous les dimanches. Maintenant, je lui parle de la fondation, des femmes que nous avons aidées, du jardin où les roses commencent enfin à fleurir. Je lui dis que sa courte vie a signifié quelque chose. Que sa mort a exposé un meurtre et a fait tomber les gens qui pensaient pouvoir s'en tirer en nous détruisant tous les deux. Tu me manques chaque jour, dis-je à sa pierre tombale. Mais je les ai fait payer, bébé. J'ai fait payer chacun d'entre eux pour ce qu'ils nous ont fait. L'inscription sur sa pierre lit, Oliver James Hartley, 23 heures de perfection. Aimé pour toujours, jamais oublié, justice rendue. J'ai fait ajouter cette dernière ligne après le procès. Je voulais que tous ceux qui visitent sachent que sa mort a été résolue, son tueur condamné, et sa mère innocentée. C'est ma vengeance, mon retour de bâton, ma justice. Pas seulement Bethany en prison, bien que cela compte. Pas seulement l'argent, bien qu'il ait reconstruit ma vie détruite. La vraie victoire est que tous ceux qui m'ont blâmé, tous ceux qui ont célébré ma destruction, tous ceux qui m'ont traité de tueuse de bébés, tout en se tenant à côté de la véritable meurtrière, doivent tous vivre maintenant en connaissant la vérité. Ils doivent tous affronter ce qu'ils ont fait à une femme innocente, alors qu'elle pleurait la pire perte imaginable. Trevor portera cette culpabilité jusqu'à sa mort. Ses parents resteront dans les mémoires pour leur cruauté envers une mère endeuillée. Tous ceux qui ont partagé ces publications sur les réseaux sociaux au sujet de mes gènes défectueux, ou suggéré que je ne devrais pas avoir d'enfants, se souviendront qu'ils ont participé à la destruction de quelqu'un qui avait déjà tout perdu. Et je peux me réveiller chaque matin dans ma maison, avec le jardin et l'atelier d'art, en sachant que j'ai riposté et que j'ai gagné. En sachant que je ne les ai pas laissés enterrer la vérité avec mon fils. En sachant que parfois, même lorsque le monde semble déterminé à vous écraser, vous pouvez refuser de rester à terre. C'est ce que je veux que d'autres femmes dans ma situation sachent grâce à la fondation. Riposter. Exigez des réponses. N'acceptez pas le blâme pour des tragédies que vous n'avez pas causées. Ne laissez personne vous dire de simplement passer à autre chose, quand votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai failli abandonner 100 fois au cours de ces 5 années. J'ai presque accepté que c'était peut-être vraiment de ma faute d'une manière ou d'une autre. J'ai presque décidé que le combat n'en valait pas la peine. Mais j'ai continué. Et cette persévérance, ce refus d'accepter l'injustice, a finalement exposé un meurtre et fait tomber tous ceux qui l'avaient permis et en avaient profité. Alors, quand les gens me demandent si j'ai trouvé la paix après tout ce qui s'est passé, je leur dis la vérité. Je n'ai pas trouvé la paix. Et peut-être que je ne la trouverai jamais. Mais j'ai trouvé la justice. J'ai trouvé la réhabilitation. J'ai trouvé la preuve que je n'étais pas folle, ou défectueuse, ou responsable de la mort de mon bébé. Et j'ai trouvé la force de m'assurer, avec une certitude absolue, que tous ceux qui m'ont blessé paient pour cela avec tout ce qu'ils avaient. C'est assez. Cela doit être assez, parce qu'Oliver ne reviendra pas, peu importe le niveau de justice que j'atteins. Mais au moins maintenant, il a un héritage au-delà d'être le bébé dont la génétique maternelle l'a soi-disant tué. Il a une fondation à son nom qui aide d'autres mères à riposter. Il a une pierre tombale qui dit la vérité sur ce qui s'est passé. Il a une mère qui a refusé de laisser son assassin marcher librement. Parfois, cela ressemble à la seule chose que j'ai réussi en tant que mère, m'assurer que la personne qui l'a tué affronte la justice. Je n'ai pas pu le protéger cette nuit-là à l'hôpital. Je n'ai pas pu le sauver de l'avidité et de la cruauté de sa tante. Mais j'ai pu riposter après. J'ai pu exiger la vérité et la justice, même quand tout le monde disait de laisser tomber.
Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continuerai à faire à travers la fondation et le travail que nous accomplissons. Parce que quelque part là-bas, une autre femme est blâmée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Une autre mère porte la culpabilité d'une tragédie que quelqu'un d'autre a causée. Une autre famille célèbre la destruction d'une personne innocente, tandis que le véritable auteur marche librement. Et maintenant, elles ont vers qui se tourner. Quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui a riposté et a gagné. Quelqu'un qui peut les aider à exiger la justice qu'elles méritent. C'est le véritable héritage d'Oliver. Non pas les 23 heures qu'il a vécues, mais les milliers d'heures que son histoire a redonnées aux femmes qui avaient besoin de quelqu'un pour les croire et les aider à se battre. Je pense à cela quand le chagrin devient accablant. Quand je regarde sa peinture et me demande ce qu'il serait devenu. Quand je vois des enfants qui ont 5 ans maintenant, l'âge qu'il aurait, et que je ressens l'absence comme une blessure physique. Il a changé le monde en 23 heures, en naissant et en mourant d'une manière qui a fini par exposer un meurtre. C'est plus d'impact que la plupart des gens n'en ont dans des vies entières. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que les gens se souviennent de son histoire et de la justice qui en a découlé, peu importe le temps que cela a pris ou la dureté du combat que j'ai dû mener. C'est ma promesse envers lui. C'est ma vengeance contre tous ceux qui ont essayé d'enterrer la vérité. C'est mon retour de bâton à un monde qui a essayé de me détruire pour le crime de quelqu'un d'autre. J'ai survécu. J'ai riposté. J'ai gagné. Et la tueuse d'Oliver mourra en prison, sachant que la femme qu'elle a essayé de détruire est la raison pour laquelle elle ne reverra jamais la liberté.